Quand on creuse, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'achète un ETF World pour exposer mon portefeuille actions en gestion passive à l'économie mondiale. C'est une phrase que j'entends souvent. Et vous êtes beaucoup dans vos portefeuilles actions à avoir un ETF World, que ce soit sur 100% de votre portefeuille ou sur une position partielle. En fait, un ETF World, ça suit tout simplement l'indice MSCI World. Or, il y a beaucoup de questions en fait à se poser sur ce qu'il y a vraiment derrière cet indice MSCI World. Le problème, c'est que pas grand monde ne se les pose, ces questions. Mais justement, nous, dans cette vidéo, on va ouvrir le capot de ce fameux indice, on va effectuer quelques analyses et en tirer quelques conclusions qui décoiffent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour citer quelques sources, je me suis pas mal inspiré dans mes exemples d'une lettre trimestrielle d'Horizon Kinetics, qui est un hedge fund dont je vous conseille les lettres trimestrielles qui sont toujours relativement intéressantes. Alors pour décortiquer un peu le capot d'un ETF World, j'en ai pris un dont on va se servir pour l'exemple, qui est le iShares MSCI ACWI ETF. Donc ETF designé pour répliquer l'indice MSCI World, et ETF qui a 17 milliards d'actifs sous gestion. Donc ça le met dans le top 2 ou 3% des plus gros ETF World dans le monde, donc assez représentatif de ce que peut être un ETF World. Donc si on regarde comment est composé cet ETF, dans son allocation, donc on a 2351 lignes de large cap et de mid cap. Donc on essaye vraiment d'avoir une représentation complète des actions mondiales, il y a beaucoup de lignes. Jusque-là, tout va bien. Ces lignes sont issues de 49 pays, développés ou en développement, allant des États-Unis ou la Chine au Qatar, en passant par des pays comme le Pérou ou la Malaisie. Donc si on regarde le prospectus en détail, ce type d'ETF, c'est toujours décrit comme permettant de s'exposer à l'économie mondiale grâce à l'exposition à un set global d'actions mondiales cherchant à répliquer l'indice MSCI World. Alors regardons un peu maintenant dans le détail ce que sont ces lignes que je vous ai citées. Alors déjà, on va voir que les entreprises des États-Unis représentent 62% en poids dans l'ETF et donc dans l'indice World. Deuxième fait intéressant, les 10 plus grosses lignes sont toutes des lignes qui sont des entreprises américaines des États-Unis. Troisième fait intéressant, si on prend donc les 10 prochaines plus grosses lignes, donc les lignes entre la 11e et la 20e, on a encore 8 entreprises des États-Unis sur 10. Les deux autres étant Taiwan Semiconductor et Novo Nordisk. Donc déjà là, pour relativiser un peu, il faut se rappeler que la population des États-Unis, ça représente 4,2% de la population mondiale. Et, bon alors la population, ce n'est pas forcément significatif, mais le PIB des États-Unis, il représente en poids 15,4% du PIB mondial. Quatrième fait intéressant, le poids de la Chine dans cet EDF World est de 3,1%, c'est-à-dire un poids qui est inférieur à la fois au poids du Royaume-Uni ou au poids du Japon. Alors comment expliquer que l'exposition des États-Unis dans cet ETF World est 4 fois plus importante que sa contribution au PIB mondial? Ou encore, comment expliquer que la Chine a un poids ridicule dans cet ETF? Alors certes, oui, c'est vrai que les entreprises américaines sont plus profitables en termes de marge nette que leur équivalente chinoise, par exemple, ou même japonaise. Mais en fait, les profits, ils sont déjà indirectement capturés dans le PIB. Donc la raison majeure, vous vous en doutez, c'est que c'est la capitalisation boursière qui détermine la pondération dans l'indice de l'ETF World. Mais en fait, le problème sous-jacent à ça, c'est que la capitalisation boursière, ce n'est pas une mesure économique et financière totalement objective. Ce n'est par exemple pas une mesure objective des profits, puisqu'en fait, ça reflète juste le multiple que les investisseurs dans leur ensemble ont subjectivement associé à ces profits. Parfois, ça peut être 15, à d'autres périodes, ça va être 20 ou 25. Et en fait, là, on voit qu'un ETF indiciel, que ce soit le World, mais on pourrait l'appliquer à un autre comme le S&P 500, eh bien, même si tout le monde n'est pas conscient de ça, ça a en fait le défaut de ses avantages. Finalement, qu'est-ce que c'est pour moi le principal avantage d'un ETF? Eh bien, s'il est bien utilisé, encore que ce n'est pas toujours le cas, donc bien utilisé, j'entends acheter l'ETF et rester assis sur ses deux mains, ne pas chercher à timer le marché comme font une des parties des investisseurs et qui finalement, même avec un ETF World, font moins bien que la performance de l'ETF World. Mais en gros, son avantage, s'il est bien utilisé, ça va être son darwinisme. Comment ça fonctionne, le darwinisme d'un ETF indiciel?
Eh bien en fait, les canards boiteux, les entreprises qui sont en difficulté vont voir leur capitalisation boursière se réduire, vont avoir leur pondération qui va au fur et à mesure être de moins en moins importante et elles vont finir à terme par sortir de l'indice. Inversement, une entreprise qui fait de la croissance saine, qui a des retours sur capitaux propres intéressants, va voir au fur et à mesure sa capitalisation boursière croître et donc son poids dans l'indice va devenir de plus en plus important, ce qui fait que l'investisseur qui détient l'ETF indiciel va être de plus en plus exposé à cette entreprise. Donc c'est ça l'avantage principal d'un ETF indiciel, c'est ce darwinisme qui est intrinsèquement associé à l'ETF. Mais pourquoi je dis que ça a le défaut de ses avantages? Parce qu'en fait, ce darwinisme, il suppose une juste capitalisation boursière et une juste valorisation des entreprises. Et justement, on pourrait, de par la façon dont est conçu un ETF indiciel, dire aussi que plus une entreprise est surévaluée par le marché par rapport à sa juste valorisation, plus elle va prendre de poids dans l'indice et plus de place, et donc plus elle va être pondérée et plus l'investisseur va être exposé à cette entreprise qui est surévaluée par rapport à sa juste valorisation. Et ça, c'est peut-être pas ce que l'investisseur qui investit dans un ETF indiciel souhaite. Et pour rebondir avec ce que l'on disait au début de la vidéo, aujourd'hui, les marchés américains, la bourse des États-Unis, a des multiples de valorisation qui sont sensiblement plus élevés que toutes les autres zones mondiales, que ce soit l'Europe, la Chine ou le Japon. D'où le poids très important des États-Unis dans l'indice World que l'on a vu au début de la vidéo. Et l'une des problématiques qui en découle, c'est que tout le monde n'est pas vraiment conscient de ça. Une problématique également qui est associée, c'est que l'indice World est un benchmark qui est finalement communément admis pour les portefeuilles d'actions. Les investisseurs, les gérants actifs se comparent à un indice World. Or, un indice World ou un ETF World, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est complètement extrinsèque. Il y a une certaine réflexivité. On voit aujourd'hui, comme on l'a dit, que les multiples des entreprises américaines sont plus élevés que les autres zones mondiales. Alors, est-ce que le marché est efficient ou pas? Je ne vais pas me prononcer. Ça peut potentiellement être justifié et alors leur valorisation était bonne, ok, ça marche. Mais prenons le cas inverse. Supposons que finalement le marché actuellement n'est pas efficient et qu'à un moment donné, ces multiples de valorisation des entreprises américaines s'ajustent sur celles des autres zones de l'économie mondiale. Peut-être que l'année où ça va s'ajuster, votre ETF World va faire une performance de 0%, par exemple, cette année-là. On va dire que ça s'ajuste en partie, que ça ne se rééquilibre pas exactement. Mais bon, imaginons que l'ETF World fait une performance de 0%. Eh bien, finalement, vous allez, avec votre ETF World, juger que c'est normal de faire une performance de 0% cette année, puisque c'est ce qui a fait la référence qui est admis maintenant comme le benchmark mondial pour le marché action. Un gérant actif à côté qui fait 2%, il va dire bah, j'ai battu l'ETF World. Et en fait, c'est justement un peu ça, cette réflexivité, parce que s'il y a des erreurs de valorisation dans l'indice, des surévaluations, le benchmark ne devient plus efficace. Alors comment on pourrait résoudre ça? Eh bien, il faudrait que l'ETF World ce ne soit pas le benchmark, que le benchmark il soit complètement extrinsèque. Par exemple, que vous preniez comme référence soit l'inflation, soit les bons du trésor ou les obligations d'État, et que vous disiez mon benchmark c'est ça, plus 5% annuel, par exemple, pour mon portefeuille action. Et là, vous avez un benchmark qui est complètement extrinsèque, qui n'a pas de réflexivité, contrairement à un benchmark ETF World. Donc en fait, comme je le disais en introduction, pour conclure, quand on achète un ETF World, on ne peut pas réellement dire « je m'expose à l'économie mondiale ». En fait, on s'expose à la capitalisation boursière mondiale, dont une grande partie est représentée par des entreprises américaines qui ont actuellement des multiples de valorisation plus importants que dans les autres zones du monde. Ou encore, une autre façon de voir les choses, c'est plutôt que de dire « je m'expose à l'économie mondiale avec mon placement dans un ETF World », je m'expose au benchmark communément admis pour les actions mondiales, benchmark auquel les gérants actifs se comparent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like et de la commenter. C'est ce qui soutient la chaîne et la fait connaître. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous mets tous mes livres d'investissement immobilier et bourse dans la description de la vidéo. Je vous mets également quelques bonus gratuits à télécharger qui vous aideront dans vos investissements. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur le site web mes-investissements.net et sur la chaîne YouTube associée.